droit traditionnel. Le droit français dont nous sommes des héritiers repose autant sur des textes de droit positif votés que sur des principes généraux qui servent de modèle de règles d'interprétation au juge depuis toujours. J'attire l'attention de l'assistance sur cette question fort importante de l'OHADA, droit nouveau, droit littéral, d'application littérale ou permettant au juge d'interpréter des textes avec des principes généraux du droit tels que nous l'avons connu. Donc, si la Banque mondiale veut intégrer dans son texte des principes d'interprétation, cela signifierait-il que les textes de l'OHADA ne permettent pas aux juges d'utiliser les moyens d'interprétation que nous avons connus, permettre au droit positif qui ne peut pas couvrir le monde entier et tous les faits qui surviennent, de vivre avec la jurisprudence. C'est une question importante quand même, législative, et surtout au regard du rôle des juges. Bon, ceci étant, l'heure du déjeuner approche. Nous pouvons donner la parole à 3 intervenants qui peuvent s'inscrire. Si vous voulez, après, nous allons suspendre pour déjeuner et reprendre les débats. Je suppose que le vieux praticien du droit que vous êtes aurait plutôt envie d'être à cette place-là pour avoir plus de temps et d'occasion de poser les questions pertinentes que vous avez commencé à poser et sur lesquelles je vais revenir d'ailleurs. Incontestablement, la problématique du pouvoir, il ne marche pas? La problématique du pouvoir d'évocation de la Cour commune de justice nous laisse un peu en rade, si vous me permettez cette expression. Il y a donc des questions de droit OHADA qui sont déférées devant la Cour commune de justice d'arbitrage, mais qui sont teintées d'un peu de droit interne et de droit local, pour lesquels, il est clair, la Cour commune de justice d'arbitrage n'a pas compétence à pouvoir donner des réponses à ce niveau-là. Forcément qu'il y a un risque, un gros risque de déni de justice en amont et en aval à ce niveau. Deuxièmement, moi-même, j'ai rencontré un problème assez pratique, monsieur le professeur Meyer. Je me suis retrouvé dans le cadre d'une procédure principalement nationale, donc qui était du ressort de la Cour suprême du Mali, et dans le cadre d'une procédure incidente, dans le cadre de la procédure principale, il m'est arrivé de saisir la Cour commune de justice d'arbitrage, justement sur une saisie qui avait été frappée de contestation, et le temps que la Cour commune de justice d'arbitrage se prononce sur ma procédure incidente, la procédure au fond était purgée et totalement purgée. Je suis en possession de 2 décisions de justice rendues par 2 juridictions aussi indépendantes les unes que les autres et aussi souveraines également. Sur les recommandations des hautes juridictions nationales d'Afrique, j'avais proposé naturellement pendant qu'ils se réunissaient à Lomé qu'en tant qu'avocat, nous nous réunissions à Kara, pas loin de Lomé, justement pour porter la réplique à ces hautes juridictions parce qu'on ne va pas reculer dans le cadre de l'OHADA. Je pense que les raisons qui ont fait qu'on a créé la Cour commune de justice d'arbitrage sont des raisons qui demeurent encore. Il n'y a pas de raison que l'on puisse reculer à ce niveau. Le recours en interprétation et le sursis. Je pense que nos dispositifs légaux internes de procédure civile doivent intégrer cela. Et de manière la plus évidente, pour que le juge national, une fois qu'une question de droit est posée dans le cadre du litige dont il a la charge de régler, pose une question qui est d'un autre ordre juridictionnel, juridique du moins, qu'il puisse naturellement surseoir à statuer de manière à ce que nous puissions assister à une bonne administration de la justice à ce niveau-là. L'absence de pourvoi, M. Meyer, par rapport aux États comme le Mali, la Centrafrique ou encore bien d'autres encore, n'est pas forcément synonyme de ce que le système qui est mis en place n'est pas effectif. C'est aussi lié au fait que nombre de contentieux s'arrêtent en phase d'appel, d'une part, et nombre de contentieux trouvent encore le moyen d'être réglés tout autrement que par la voie judiciaire. Ça pose incontestablement le problème des coûts de la procédure judiciaire lorsqu'il faut aller devant la Cour commune de justice et d'arbitrage à Abidjan. Alors Lionel, j'avais suivi, parce que moi-même j'ai été expert dans le cadre de la relecture de l'acte uniforme sur les procédures collectives, mais je vois que vous êtes suffisamment révolutionnaire pour aller tellement loin que je m'inquiète aujourd'hui par rapport à la problématique justement de la multiplicité ou de la popularisation de la question de la sûreté sur les biens mobiliers, sur les biens immobiliers. Je rappelle simplement que la grosse difficulté dans nos pays,
c'est que lorsque vous avez identifié un bien, vous avez du mal à le rattacher à une personne physique ou morale. Ce qui pose le problème de l'identification des biens et de l'immatriculation des biens, ce qui est une source d'insécurité évidente. Vouloir systématiquement prendre des sûretés là-dessus, vous multipliez l'insécurité par l'insécurité et on n'est pas forcément sorti de l'auberge. Je m'arrêterai là pour dire uniquement sur les créances, les petites créances. J'avais proposé qu'on aille dans le sens du factoring, justement parce que le factoring, ça concerne un certain nombre d'entreprises aujourd'hui en amont et en aval, et le factoring est le principal moyen justement pour régler la rapidité justement de l'utilisation des créances économiques. J'en ai terminé, M. le Président. Dans tout ce qui a été exposé par les deux derniers exposants, il y a un foisonnement du questionnaire. Néanmoins, je vais m'arrêter à deux petites questions. La première est relative à l'évocation par la Cour commune de justice et d'arbitrage. En réalité, pour l'avocat ivoirien que je suis, ce n'est pas nouveau. Déjà, la Cour suprême de Côte d'Ivoire est autorisée à évoquer sur des questions et il le renvoie n'est que exceptionnel. La Cour suprême saisit à la possibilité, en cas de cassation, d'évoquer la question pour laquelle elle est saisie. Elle tranche, elle rend une décision. Cela a été suscité par quoi? Nous nous sommes rendus compte que le cassation en renvoi, les procédures qui devaient être réglées dans un délai raisonnable, comme l'impose, il y a un intervenant qui l'a dit, la question de procédure est une question de droit de l'homme, le procès équitable. Nous nous rendons compte que parfois les décisions sont rendues et c'est le petit-fils des demandeurs ou des défendeurs qui en bénéficient. Tellement le délai est long. Raison pour laquelle, j'entends ce qui n'est pas mauvais, c'est parfois mauvais. Raison pour laquelle il a été permis, par une loi de 1995, à la Cour suprême d'évoquer. Et je crois que c'est ce principe-là qui a inspiré les rédacteurs de l'acte uniforme, qui permet à la CCJA d'évoquer. Aujourd'hui, lorsqu'on veut corriger le système en imposant ce qu'on appelle le recours préjudiciel à l'interprétation, nous savons combien de fois aussi nos procédures mettent devant la Cour la CCJA. La procédure de réplique et de conclusion additionnelle contribue à rendre encore les procédures un peu plus longues. Alors, qu'adviendra-t-il lorsqu'une procédure sera pendante devant une juridiction suprême, qui n'est déjà pas très rapide pour être euphémiste, sinon il veut dire qu'elle est très lente, et qu'on demande maintenant à la CCJA de se prononcer sur une question préjudicielle qui prendra encore du temps? Nous revenons à la case départ. Et si par la substitution, nous trouvons que les procédures sont lentes, elles le seront encore plus. Donc, je vois que ce principe qui consiste à mettre en place le recours préjudiciel d'interprétation n'est pas efficace. Il est même moins efficace que ce qui était là au préalable. Le deuxième élément, c'est l'intervention du juge d'urgence dans la résiliation du contrat de bail. Nous voulons légiférer pour sécuriser les affaires. On ne doit pas pouvoir expulser une entreprise comme on expulse une personne physique qui habite une maison, qui a un contrat de bail d'habitation. Lorsque nous aurons déjà l'intervention du juge dans la vie de l'entreprise est déjà imagée comme un éléphant qui intervient dans un endroit où il y a du porcelaine ou des verres, c'est déjà dangereux. Donc permettre à une entreprise d'être aussi expulsée par la mesure d'urgence, nous trouvons que le risque est encore plus grand. Le risque est très grand et si ce principe devait être adopté, on ne serait pas en train de sécuriser le monde des affaires. Il y a d'autres questions, mais compte tenu du temps, je crois qu'après les débats vont continuer. J'aurai l'occasion de parler. Merci. Merci. Je vous remercie, mon national. En fait, je voudrais m'adresser particulièrement, principalement au professeur Meyer. C'est-à-dire, c'est par rapport à la recherche de solutions suite à l'avis des experts, si j'ai bien retenu, sur les propositions des hautes juridictions. Vous dites ne pas être d'accord sur la troisième proposition, à savoir la possibilité qu'il y ait deux juridictions de cassation, les juridictions nationales et les juridictions et la CCJA. Je ne suis pas de votre avis, parce que ce que je veux vous rappeler, c'est que dans la procédure civile, dans la procédure interne, pour une affaire, on peut saisir deux fois la Cour de cassation. Une première fois en chambre ordinaire, supposons lorsqu'elle casse et renvoie, on peut toujours revenir devant les chambres réunies. Ce qu'il y a en fait, ce que je dis, c'est qu'il est simplement possible de faire jouer à la CCJA le rôle que jouent les chambres réunies de la Cour de cassation. Ce qui permet de donner
la possibilité aux juridictions nationales de statuer en matière d'OHADA, et ce qui rend de toute façon le troisième degré de juridiction beaucoup plus accessible. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas le contentieux qui est envoyé à Abidjan, ce n'est que le gros contentieux. Mais les petits opérateurs économiques, les petites et moyennes entreprises, les PME, PMI, ils renoncent souvent à aller à Abidjan du fait du coût, comme l'a dit Maître Konaté, ou bien simplement ils saisissent la juridiction nationale, la Cour de cassation, en attendant que cette dernière se déclare incompétente et qu'elle renvoie d'elle-même la procédure à Abidjan. Cette proposition, professeur Meyer, je la trouve tout à fait raisonnable et je trouve qu'on peut faire jouer le rôle des chambres réunies à la CCJA, tout simplement. Je vous remercie. Pour vous présenter, je m'appelle Serine Modou Diakhaté, je suis magistrat et j'étais conseiller technique au ministère de la Justice, secrétaire exécutif de la Commission nationale OHADA du Sénégal. Cette commission nationale OHADA a été créée par décret depuis le 17 septembre 2008. Je voudrais signaler, Monsieur le Président, à l'entame de mon propos, que tous les projets de réforme des deux actes uniformes qui viennent d'être résumés par Lionel ont été communiqués à tous les membres de la Commission nationale OHADA du Sénégal, qui sont à peu près au nombre de 45 et qui regroupent tout le secteur public et privé. C'est une information que je voudrais porter à la connaissance du public. Monsieur le Président, le modérateur, je voudrais féliciter, après avoir félicité les exposants, je voudrais d'abord compléter l'exposé de M. Lionel, et dans la mesure où j'ai participé avec lui à la réunion de Kinshasa. Je crois qu'il y a deux réformes importantes qui ont été omises dans son exposé. Il s'agit de l'introduction du support électronique, l'échange des données informatiques dans le RCCR. Je crois que ça, c'est une réforme importante. Et il a été aussi proposé la création du registre national des sûretés et du crédit, avec la possibilité d'ouvrir des portails au niveau des banques. Je crois que ça aussi, ça existe dans le texte et c'est très important. Et il y a aussi une refonte totale de saisie immobilière, avec donc la possibilité de faire des saisies sur des biens futurs, de prendre des garanties aussi sur des créances futures et la possibilité donc d'introduire le pacte commissoire, etc. Donc c'est un complément par rapport à son exposé. Par rapport à l'éminent professeur Meyer, je voudrais simplement poser une question et m'interroger sur aussi deux possibilités qu'il a invoquées par rapport à la possibilité de réformer un peu l'intervention de la CCJA. La question d'abord, c'est par rapport au recours préjudiciel qu'il a préconisé comme mode alternatif de l'intervention de la CCJA. Je voudrais lui demander, est-ce que ce recours serait efficace s'il n'est pas encadré par des sanctions, dans la mesure où on sait que le recours en manquement n'existe pas dans le système juridique OHADA. Et s'il n'y a pas de collaboration des juridictions nationales, et s'il n'y a pas de sanctions, je pense qu'on revient à la case de départ. Je voudrais m'interroger sur certaines réformes qui ont été proposées par la CCJA, c'est-à-dire les audiences foraines. Est-ce que vous avez pensé aux audiences foraines de la Cour de la CCJA au niveau des États parties? Je voudrais aussi m'interroger sur les conflits de normes ou conflits de compétences entre les juridictions nationales et la CCJA, parce que je sais que la CCJA, dans certaines de ses décisions, le président pourra nous confirmer, a été amené à évoquer l'affaire au fond et statuer sur des questions qui devraient relever donc des juridictions nationales. Je pense que la question n'est pas simple. Et je voudrais terminer, monsieur le modérateur, en disant que le projet que vous qualifiez projet Banque mondiale, en réalité c'est un projet de l'OHADA, mais financé par la Banque mondiale, puisque c'est ici à Dakar, sous la présidence sénégalaise, que ces deux projets ont été donc conclus et signés avec la Banque mondiale pour faire le projet de l'évaluation des actes uniformes de l'OHADA. Je vous remercie.
On vient de me signaler que nous devrions suspendre nos travaux. Il n'y a jamais eu une seule affaire tranchée en dernier ressort devant la Cour suprême, la Cour de contrôle de légalité de ce pays, qui ne fait pas appel aux dispositions d'un acte uniforme. Oui. Alors, s'agissant des observations de Maître Collier, je suis bien content d'apprendre que le pouvoir d'évocation existe devant la Cour de contrôle de légalité en Côte d'Ivoire. Le problème qui est posé, ce n'est pas tant l'existence du pouvoir d'évocation, c'est le pouvoir d'évocation devant la CCJA, alors que la compétence de la CCJA est limitée aux actes uniformes. Okay? Alors, il n'est pas d'accord avec le recours préjudiciel en interprétation, il estime que ça va alourdir. Bon, je prends acte de son point de vue, ce qui est tout à fait acceptable, bien entendu. L'intervention de Maître Sceaux, il dit que les deux pourvois en cassation, ça existe déjà, le pourvoi devant effectivement les chambres réunies des cours de cassation. Oui, mais enfin c'est quand même exceptionnel, il faut que la cour de renvoi ne se soit pas conformée pour que ce type de pourvoi tout à fait exceptionnel existe. Alors que tel ne serait pas le cas. C'est quand le groupe d'experts et la dernière proposition de l'Assemblée des hautes juridictions africaines, de l'Association des hautes juridictions africaines, ces deux pouvoirs successifs ne seraient soumis à aucune condition particulière. C'est quand même un peu différent, alors me semble-t-il, en tout cas, du système des chambres réunies. L'efficacité du recours préjudiciel en interprétation, évidemment qu'il est conditionné par les sanctions. Je n'ai pas voulu rentrer dans le détail, ce n'était pas l'objet de ma communication, mais il est évident que le recours préjudiciel en interprétation, s'il doit être efficace, doit être encadré par des sanctions. C'est le cas, par exemple, à la Cour de Luxembourg vis-à-vis des juridictions qui seraient récalcitrantes. Alors, les audiences foraines de la CCJA dans les États partis, oui, c'est une possibilité. Encore que je pense que la question de la compétence de la CCJA n'est pas nécessairement, en tout cas pas intégralement, liée à son éloignement du justiciable et de l'avocat dans une grande partie des États de l'OLA. Donc, à mon avis, ça ne résoudrait pas les problèmes substantiels que j'ai évoqués. Voilà un petit peu simplement, de façon extrêmement concise, les réponses ou les observations que m'appellent les observations, les interrogations des différents intervenants. Je vous remercie. Je remercie monsieur le professeur Mélière. Avec peut-être sa permission implicite, je voudrais faire remarquer que probablement l'absence de pourvoi contre les décisions du cour d'appel au Mali nous semblerait bien optimiste de penser que cela est dû à la sagesse des traditions maliennes. L'extranéité d'une cour qui siège dans un autre État, avec ses frais propres dus à l'éloignement et aux intervenants et aux sanctions spécifiques prévues à l'encontre du perdant, qui doit cumuler tous les frais des uns et des autres, sans tenir compte que d'un bout à l'autre en Europe, avec 40 € maintenant pour prendre l'avion, essayer de faire Dakar-Abidjan, Dakar-Bamako, Bamako-Abidjan, Burkina Faso, etc., Abidjan, à l'intérieur des compagnies aériennes africaines, il faut être réaliste. Le droit est fait pour les hommes. Le droit est rendu aussi par les hommes. Monsieur Lionel Yondo. Merci, Monsieur le Président. Deux qui pourraient être en réalité synthétisés, puisque la question de Maître Konaté et l'intervention de M. Diakhaté ont insisté plus sur les conditions de publicité des régimes des sûretés, notamment l'identification du bien que Maître Konaté évoquait. Alors je crois que pour répondre à la question, effectivement, il y a peut-être le talon d'Achille même du système bancaire d'une manière générale, et comme je l'ai dit tout à l'heure, fondé sur la difficulté de fiabiliser les informations détenues sur les biens nantis. Lorsqu'il s'agit de biens avec des possessions, seule la publicité rend efficace la publicité, l'identification du bien. Lorsqu'il s'agit de nantissement portant sur des meubles incorporels, la publicité est extrêmement importante,
mais c'est le tiers détenteur qui en réalité peut jouer le rôle de publicité. Ceci étant, on a voulu faciliter les mesures de publicité, d'une part en favorisant l'informatisation du registre du commerce pour pouvoir fiabiliser les informations, c'est ce qui a été évoqué par M. Diakhaté. Dans les discussions que nous avons eues, c'est vrai que les registres du commerce et du crédit immobilier, en matière de sûreté, les conditions de publicité sont différentes qu'en matière commerciale. Pour un établissement bancaire, le régime de sûreté, la notion de temps, l'espace temporel est extrêmement importante. Ce qui veut dire qu'en matière de publicité, il faut être en mesure de pouvoir publier quasiment de manière instantanée tous les biens faisant susceptibles de publicité. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'États nous ont poussé, nous incitent à informatiser le registre du commerce, notamment les ministères des Finances sont même souvent très demandeurs pour qu'on les accompagne dans ce système. La Banque africaine de développement, en l'occurrence, a déjà un programme extrêmement important avec la CCJA. La Banque mondiale a plutôt une approche pays, informatiser les juridictions et notamment les registres. Alors en matière de publicité, ce qu'on a souhaité dans le cadre de cette réforme, c'est de proposer la création de scinder le registre du commerce et du crédit immobilier en deux. Avoir d'un côté le registre du commerce qui pourra éventuellement rester encore sous support papier compte tenu de l'impact moins important de la notion de temps que pour les sûretés où effectivement il y a une urgence pour pouvoir informatiser le système. Et nos informaticiens et techniciens nous disent qu'il est extrêmement difficile d'informatiser l'ensemble des registres du commerce et du crédit immobilier dans les États, simplement pour des raisons techniques. Effectivement, pour avoir un registre national de sûreté qui fonctionne bien, il faut qu'il puisse être centralisé à un endroit où les aspects technologiques, infrastructures télécom soient appropriés pour faciliter les inscriptions. Alors ça, dans les discussions que nous avons eues avec les représentants des États membres, nous n'avons pas réussi à s'entendre sur le programme de séparation entre le registre national des sûretés et le registre du commerce. Ceci étant, nous allons dans ce programme faire le nécessaire pour favoriser, autant que faire se peut, le plus rapidement possible, l'informatisation des registres du commerce et du crédit immobilier pour faciliter justement les mesures de publicité des biens avec des possessions. Sur l'aspect cession de créances factoring, ça aussi c'est un aspect extrêmement important. En réalité, le factoring ou la cession de créances professionnelles, d'une manière générale, les sociétés de factoring, notamment les sociétés françaises qui travaillent ont recours aux cessions de créances professionnelles. La cession de créances professionnelle est l'instrument le plus adapté pour pouvoir faciliter la mobilisation des cessions de créances au détriment de la subrogation qui aurait pu être également utilisée d'un point de vue juridique. Donc nous pensons qu'avec cet instrument qui est proposé, nous pourrons pallier au fait qu'il n'y ait pas de réglementation pour l'instant au niveau régional, au niveau ADA, sur le factoring, et les objectifs qui sont préconisés répondent à travers cette nouvelle modalité de cession de créances professionnelles aux objectifs qui sont assignés. Il y avait une autre question qui, celle-là, était fondée sur le bail commercial ou le bail à usage professionnel, comme il est fortement proposé. Notamment la question de savoir si le juge de l'urgence peut statuer sur la clause résolutoire. Encore une fois, la clause résolutoire, elle doit être prévue dans le contrat. C'est une option qui est offerte aux parties pour qu'en cas de défaillance, un défaut de paiement ou de manquement aux obligations contractuelles, le juge n'a qu'à constater le défaut de paiement ou la défaillance ou l'exécution du co-contractant pour pouvoir rendre efficace cette résolution de plein droit qui est proposée par le nouvel article 91 de l'acte uniforme sur le droit commercial. Merci, M. Lionel Mondo. Tout à l'heure, je crois que j'avais reçu un message. Il semblerait que M. Ndongofal, le président de la Cour commune de justice et d'arbitrage, aurait souhaité prendre la parole cet après-midi pour nous éclairer sur quelques questions. On l'avait dit tout à l'heure. Il est là, on n'arrive pas à juger au Sénégal, en tout cas dans des délais raisonnables, parce que ces juges réclament toujours le certificat négatif.
Et après 2 ou 3 mois de démarche, le certificat, une attestation vous est remise sur laquelle il est inscrit. Après recherche, nous constatons que depuis l'année 2003 à 2009, le registre a été maintenu. Donc il n'y a rien dedans. On ne sait pas s'il y a ou s'il n'y en a pas. Et vous donnez cette attestation au juge, il faudrait bien qu'il rende la justice, sous peine de délit de justice. L'institution, donc toutes ces institutions créées par l'OADA demandent à être réexaminées et adaptées aux conditions des moyens locaux. À mon humble avis, c'est une question qui se pose tous les jours devant les tribunaux du Sénégal. Donc, le travail sur le registre du commerce me paraît être fondamental dans la mesure où les textes exigent quand même l'inscription au registre. Ceci étant, nous pouvons exprimer nos satisfactions aux intervenants, monsieur le professeur Meyer et monsieur Yondo, qui nous ont... monsieur Yondo voudrait encore parler. Avec plaisir, nous l'écoutons. Comme ça, il lèvera la science. Laissons-lui... Comment sensible sur notamment les aspects du RCCR. Et c'est vrai que d'un point de vue juridique, au-delà des aspects purement institutionnels, dans la proposition de réforme des amendements, il a été proposé que la constitution de sûreté, d'une manière générale, puisse se faire sans avoir à être obligé d'être immatriculé au registre. Ça, c'est un problème qui est récurrent, qui cause beaucoup de difficultés en pratique, notamment en matière de nantissement de véhicules. Si nous voulions développer, par exemple, la notion de crédit bail pour faciliter l'accès au cadre d'entreprise ou employés d'entreprise, ne sont pas en mesure de pouvoir avoir accès à des crédits portant sur la question des véhicules parce qu'ils ne sont pas immatriculés. Une autre difficulté qui se pose sur l'obligation de l'immatriculation, c'est notamment le rôle des sociétés mères. Des groupes étrangers ou des filiales locales qui voudraient, dans le cadre d'un financement octroyé auprès d'une filiale locale, porter en garantie, notamment en nantissement de valeur mobilière, les actions détenues. À partir du moment où elles ne sont pas immatriculées, ils ne peuvent pas nantir les actions qu'elles détiennent sur une entreprise qui bénéficierait d'un prêt au niveau local. Il y a aussi sur les conditions de constitution de sûreté, pour finir, le fait d'avoir proposé de ne plus obliger le constituant non seulement à procéder à des mesures d'enregistrement et en même temps des inscriptions. C'est vrai que ça constitue beaucoup de difficultés. La notion d'enregistrement qui n'a vocation qu'à donner date certaine à l'inscription n'a pas eu d'être, d'autant que nous avons constaté en pratique que les droits d'enregistrement sont souvent rédhibitoires. Il est arrivé dans certains pays de faire des financements où à cause du droit d'enregistrement, nous avons abandonné les financements parce que c'était proportionnel au montant du financement. Lorsque ça porte sur le montant qui porte sur les milliards de francs CFA, l'emprunteur n'est pas en mesure de payer ses droits d'enregistrement. Donc à partir de cette réforme, seule, si c'est bien entendu accepté par les États, seule l'inscription sera une condition de posabilité au tiers. Merci. Madame, effectivement, Djigo. Maître El Hadji Omar Youm, du barreau du Sénégal. Cette phase de la journée peut paraître la plus difficile parce qu'elle vient faire le pas. Et donc c'est important que nous ayons toute votre attention pour ce thème 2, intitulé Sécurisation des investissements et garantie d'exécution des engagements au sein de l'OADA. Il y aura 3 intervenants comme vous le constatez. Et d'ores et déjà, je dis à madame et monsieur les intervenants que les exposés et le temps de modération dure. Donc cette partie dure 45 minutes. Cette partie dure 45 minutes. Et je pense que, alors dans ce cas, chacun des intervenants ne devrait pas dépasser 13 minutes pour son exposé. 13 minutes pour son exposé. Si je m'octroie moi-même 6 minutes. Mais comme il y aura peut-être des petits temps de pause de la déperdition,
ce serait intéressant que chaque communicateur puisse faire 10 minutes. Parce que la période est difficile, donc 10 minutes si vous voulez mettre les chances de votre côté pour être écouté. Alors, je vais dans l'ordre. Je vais donner la parole aux intervenants dans l'ordre et au fur et à mesure, ils se présenteront avant de présenter leur exposé, comme ça on gagne du temps. Donc, Madame Yann, Madame Wan, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je suis Madame Aïdji Gowan et je suis chargée des réformes et de l'environnement des affaires au niveau de la BIS. Alors j'ai une présentation PowerPoint, je ne sais pas si je peux la faire en même temps. Je vais vous dire si vous permettez. L'environnement des affaires au niveau de la BIS. Et c'est vraiment une volonté au niveau de... Alors, l'Agence des investissements et des grands travaux au Sénégal, qui a une vocation un peu de dynamiser tout ce qui était investisseur. Et nous avons, à ce titre, voulu vous présenter un peu, rester dans le cadre macroéconomique avant d'aller vers le cadre purement environnement des affaires. Monsieur Yondo a dit tout à l'heure qu'effectivement, il y a une approche économique du droit maintenant, et je pense qu'il est important de l'intégrer, parce que tout simplement, comme nous le verrons tout de suite, nous avons eu deux périodes au Sénégal. Je prends d'abord l'exemple du Sénégal, où nous avons eu entre 85 et 94 une phase de plan d'urgence, où on est passé d'un État d'une économie à dominance étatique vers une économie à dominance purement affaires, investissements et secteur privé. Et c'est pour ça qu'entre 1994 et 2000, on a eu le PASCO. C'était le premier programme d'ajustement structurel qui a été mis en place pour la compétitivité du secteur privé. Donc la notion du secteur privé est venue au cœur des politiques économiques des États. Et entre 2000 et 2006, on est dans le deuxième défi. On a eu une première transition qui a été réussie, c'est-à-dire de 1994 à 2000. Et maintenant, il faut pérenniser les acquis et aller vers l'émergence. Et c'est dans ce cadre qu'on a défini une politique économique qui a mis au cœur des préoccupations des gouvernements le secteur privé, et avec une stratégie de croissance accélérée, que nous verrons ici un peu, et vous verrez, ça part d'un document de politique, de stratégie économique globale, qui a été décliné en stratégie de croissance accélérée, avec plusieurs axes. L'axe qui nous intéresse aujourd'hui est l'axe de création de richesse, qui est décliné en deux axes. C'est justement la promotion de l'investissement grâce à l'amélioration de l'environnement des affaires, qui est une approche globale, et une approche sectorielle que je mets toujours entre parenthèses parce qu'elle est différente de l'approche sectorielle de départ, d'ancrage des activités dans le cadre local et régional, avec l'institution de GRAP. On est maintenant dans un État qui se conçoit comme une entreprise privée, avec une stratégie de marketing qualité en intégrant son environnement. Comment faire pour vendre à la destination pays. Et c'est dans tout ce souci que les États ont défini leur stratégie, notamment le Sénégal, et comment drainer des investissements forts pour attirer l'investissement. Et nous avons voulu un peu ici dessiner un peu tout le cadre, les pays de l'OHADA, la destination OHADA, comme produit, qui devient maintenant la destination, le client, qui devient l'investisseur, et l'État, c'est-à-dire les services administratifs et les agences de l'État, qui deviennent maintenant les acteurs. Maintenant, comment vendre cette destination et quel cadre pour cela? Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'était l'environnement. J'ai un peu essayé de mettre en exergue les investissements qu'on a eus
entre 85 et 95, avant l'adoption de l'OHADA et après l'adoption de l'OHADA. Il est bien entendu évident que ce n'est pas dû essentiellement au cadre juridique qu'on a eu cette avancée, mais il y a beaucoup contribué. Donc, on les a répartis en investissements publics et privés, et vous voyez un peu le montant des investissements privés dans les totals des investissements globaux, où on est dans la moyenne, on est passé de 207 milliards à 631 milliards. Alors, ça, je vais revenir après. Pour rentrer dans le cœur du sujet, comme nous avons un temps qui est bien réparti entre les intervenants, et comment, pour nous, l'OHADA, ça a été un outil merveilleux. Quand on est économiste et qu'on sait qu'on est dans un environnement de globalisation, que demander de plus qu'un outil qui intègre et qui permet de donner une taille critique, c'est-à-dire une multinationale qui vient et qui peut s'installer en même temps dans tous les pays sans avoir un directeur des affaires juridiques spécialisé dans le droit du Bénin, dans le droit du Sénégal, dans le droit de la Côte d'Ivoire, mais une seule porte d'entrée qui était l'OHADA. Ça a été un outil qui est pour nous très bon, mais comme toute chose, c'est l'expérience qui nous permet juste de capitaliser. Et on a dissocié la présentation en deux points. Les problèmes de texte de loi qui, je pense, a été posé par vous, les hommes de l'art, et les problèmes de processus, pas de procédure, d'application de texte et de fonctionnement de l'appareil judiciaire de l'État. Pour un OHADA, bien entendu, qui vend la destination OHADA. Alors, nous avons utilisé pour cela un référentiel qui pour nous n'est pas un référentiel de mode. Le doing business n'est pas un effet de mode chez nous. Le doing business, il est important parce qu'on est dans un environnement maintenant économique où le signal est important. La perception de l'investisseur étranger qui se trouve à milieu de chez nous est très important. Et ce signal est donné par beaucoup de références. Et justement, le doing business constitue un des références parce que reprenant un peu le cadre, le cycle de vie d'une entreprise, de sa naissance à sa mort en passant par son évolution. Et aujourd'hui, nous avons pris donc le Doing Business qui, si vous voyez, c'est un rapport qui contient 10 indicateurs et 41 critères d'analyse sur l'environnement. Et sur ces 10 indicateurs, 5 et 15 critères évaluent le cadre juridique des États et classes. Donc, ça, c'est un peu les indicateurs, je passe un peu tout ça. Et je viens aux règles de création d'entreprise, qui est un des indicateurs du Doing Business, où effectivement, nous avons eu quelques soucis. Mais si je montre un graphique un peu pour faire la différence entre est-ce que c'est des problèmes d'application, de fonctionnement, ou c'est des problèmes de texte. Et ici, vous voyez la différence. Ça, c'est la notation des pays OHADA pour cet indicateur qui est la création d'entreprise. Et vous voyez comme la différence est grande d'un pays à un autre et qui indique simplement que là, nous avons affaire à des problèmes d'application et de procédure. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai entendu M. Yondo et M. Diakhaté dire qu'effectivement, il y a des changements qui sont prévus, notamment le registre du crédit mobilier. Et nous avons justement plein de problèmes. C'est dommage, Mme Tal n'a pas pu faire tout à l'heure sa présentation. Il y a des problèmes que les banquiers nous expriment souvent, la possibilité de faire un nantissement où effectivement, ayant mélangé les deux registres, il est demandé aux personnes physiques un registre de commerçants juste pour un acte de nantissement, mais à l'écoute des améliorations qui sont prévues, je pense que tous ces problèmes vont être réglés, ainsi que l'informatisation du registre et surtout l'application du fichier national qui est une disposition déjà de l'OHADA, mais qui n'est pas appliquée pour une unicité de ce registre, puisque ça existe dans l'acte, mais que dans les faits, ce n'est pas appliqué pour des raisons variées. Oui, je passe juste un autre
indicateur qui est important, c'est qui montre là que nous avons des problèmes par rapport au texte de loi. Et je pense que ce que nous avons entendu tout à l'heure sur la possibilité de nantir un bien avec sans dépossession d'un bien actuel à un bien futur, je pense peuvent régler ces problèmes. Et aujourd'hui, voilà un peu ce que nous avons, nous, pu faire. Je vais faire juste un petit clin d'œil avec que j'en ai pas entendu parler. Nous avons un problème avec le code, l'acte uniforme sur les procédures collectives, avec le titre exécutoire qui est demandé pour un bien loué, alors que le crédit bail n'a pas vocation à prendre des garanties. Et dès lors qu'on alourdit la procédure, ça freine le développement du crédit bail. Quand nous savons que nous sommes dans une économie où 80% des entreprises sont des PME et que cet outil est un outil qui est fait par les PME, il est normal que des dispositions soient prises pour améliorer cet outil qu'est le crédit bail. Et juste pour terminer, voici ce que nous avons fait. Nous avons mis en place un conseil présidentiel de l'investissement. Nous avons mis en place 4 groupes de réflexion comprenant aussi bien l'administration, le secteur privé, où nous interpellons les différentes organisations patronales pour les réflexions, pour aboutir à ces résultats en termes de réformes qui ont pu améliorer les procédures administratives. Je parle simplement là de tout ce qui est process. Effectivement, tout ce qui est prévu pour la réforme de l'OHADA viendrait compléter cela. Je vous remercie. Merci, Madame Wan, pour votre exposé que vous avez su ramasser dans le temps imparti. Nous allons demander à El Adjouma Ayoum de présenter le signe dans le même délai. Merci, Madame la Présidente. Je vais me permettre de violer les règles protocolaires par les droits au sujet, compte tenu de la contrainte du temps. Il m'a été demandé paradoxalement pour un débiteur habituel de présenter sur la législation OHADA permet-elle une réalisation efficace des sûretés du point de vue des créanciers. J'ai compris comment poser cette question pour répondre à la place des créanciers que j'ai pour habitude de défendre et d'accompagner dans le cadre de la réalisation de leur garantie. Pour répondre à cette question très rapidement, il nous faut peut-être jeter un coup d'œil sur la législation OHADA, c'est quoi? C'est une législation composée actuellement de 8 actes uniformes, dont l'acte principal appelé acte sur les sûretés, qui est entré en vigueur en même temps que l'acte uniforme sur le droit commercial général et l'acte uniforme sur le droit des sociétés. Ça veut dire simplement que l'OHADA a compris que le droit des affaires ne pouvait pas se développer sans prendre en compte les sûretés qui sont indispensables à l'expansion du crédit. Pour mieux comprendre la problématique, je pense qu'il nous faut déjà nous poser la question de savoir quels sont les objectifs de la législation OHADA. Très rapidement, on en a parlé ce matin, c'est la sécurité juridique et judiciaire dans les activités économiques, restauration de la confiance des investisseurs, la promotion des échanges entre les États parties, la mise en place de règles communes simples, modernes, adaptées à la situation économique de l'espace OHADA. La question donc revient à se poser si ces objectifs sont atteints. Parce que la problématique de l'efficacité est une problématique entre l'adaptation d'un résultat recherché et d'un résultat obtenu. Répondre à cette question, donc, c'est s'interroger sur l'efficacité du droit des sûretés d'abord, avant d'évaluer la mise en œuvre de la réalisation des garanties qui sont souvent dépendantes d'une autre législation, les voies d'exécution. Je vais très rapidement
procéder à une évaluation des sûretés, qui sont d'abord des sûretés nécessaires à mon avis, mais pas suffisantes. Les sûretés nécessaires, c'est des sûretés classiques que nous avons déjà connues avant l'acte uniforme. En tout cas, pour ce qui concerne au moins le Sénégal et le Mali. La seule nouveauté de l'acte uniforme dans la réglementation des sûretés, surtout pour les sûretés personnelles, concerne la lettre de garantie, qui est un contrat par lequel une personne s'engage à payer une dette en cas d'une dette sur première demande et immédiatement, sans chercher à comprendre donc à payer une dette immédiatement pour une somme déterminée en exécution d'une créance que ce dernier avait contracté à l'égard d'un donneur. C'est donc pour les sûretés personnelles la seule innovation de l'acte uniforme. Quant aux sûretés réelles également, c'est des sûretés qui étaient déjà connues dans l'espace OHADA. Il s'agit de sûretés avec des possessions, on en a parlé, le droit de prétention, le gage, et des sûretés sans dépossession, qui sont souvent le nantissement, les privilèges immobiliers, et enfin une sûreté réelle immobilière unique, les hypothèques. Donc finalement, pour nous, quand on regarde l'efficience des sûretés instituées par l'acte uniforme, il n'y a pas de nouveauté sur le ciel. C'est les sûretés classiques déjà connues dans l'espace OHADA, soit parce que certains pays ont déjà légiféré pour ces sûretés, c'était le cas du Sénégal et du Mali, soit parce que certains pays ont hérité déjà ce système de garantie du pays colonisateur. Je disais donc que l'OHADA a bien régi les sûretés nécessaires à une activité économique. Mais ces sûretés sont insuffisantes à mon avis. D'abord parce que l'OHADA, dans sa réglementation, a exclu des sûretés qui concernent le droit maritime, fluvial et aérien, mettant ainsi un risque juridique dans le système de l'OHADA, parce que simplement, d'abord dans certains pays comme le Sénégal, parce que je vais prendre souvent la référence du Sénégal, la loi sur l'aviation civile qui permet de réaliser ou de procéder à des ventes d'aéronefs est une loi à ce jour incomplète, qui renvoie à un décret qui n'est jamais pris. Ce qui fait que, puisque l'OHADA en son sein a dit « moi je ne légifère pas sur les sûretés aériennes », on se retrouve dans une situation d'insécurité juridique où quelqu'un qui fait une saisie sur un aéronef ne peut pas réaliser l'aéronef sur la base des actes uniformes. Parce que simplement, l'acte uniforme a déjà exclu de son champ tout ce qui concerne les garanties aériennes, maritimes et fluviales. Et je pense que aussi l'OHADA a perdu une occasion à ce niveau, vraiment d'uniformiser, surtout dans un secteur aux enjeux extrêmement importants. Et donc, malheureusement, cette uniformisation est vouée aux échecs parce que simplement, aujourd'hui, dans l'espace OHADA, en dehors du Sénégal et certains autres pays, la réalisation de garanties portant sur des navires ou sur des aéronefs, il n'existe aucune loi, aucun système juridique à ce niveau. Donc on est vraiment dans une situation de non-droit, alors que l'OHADA, qui est un système juridique qui se veut moderne, aurait pu anticiper sur cette volonté de prendre en charge l'activité économique de manière globale et donc légiférer sur ce domaine. J'ai dit également que les sûretés OHADA ne s'appliquaient pas à une partie importante de l'activité économique. Notamment, ce système ne s'appliquait pas du point de vue des garanties dans des domaines qui sont importants, tels que le domaine rural agricole national. Je m'explique. L'OHADA dit que pour prendre une hypothèque sur des terres, il est impératif que l'immeuble soit préalablement immatriculé. Or, malheureusement, le paradoxe, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, dans nos systèmes tels que le Sénégal, moins de 10% des terres font l'objet d'une immatriculation. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, des biens précieux de débiteurs échappent à la garantie des créanciers et violent manifestement le principe de gage général que le créancier a sur le patrimoine de son débiteur. Donc je pense que aussi à ce niveau, l'effort de modernisation, ou en tout cas l'objectif de modernisation a été trop poursuivi
au point de laisser en rade une partie importante des biens de débiteurs. Malheureusement, aujourd'hui, sur le domaine national, on ne peut rien faire. Nous tous, on sait qu'il y a des belles villas qui sont construites autour du domaine national, dans le domaine maritime qui a une certaine valeur. Malheureusement, nous, les créations, on n'a pas la possibilité, justement, de pouvoir réaliser, de prendre des hypothèques sur ces biens. En tout cas, la réalisation du point de vue de l'application de l'article 255 est une réalisation extrêmement difficile, parce que soumise au préalable également de l'immatriculation. J'ai également remarqué que certaines garanties étaient mal réglementées. C'est le cas du gage de compte d'instruments financiers, où une évocation extrêmement sommaire des articles 56 et suivants de l'article uniforme en fait cas, mais sans pour autant préciser les formalités de réalisation de ce gage d'instruments financiers. J'ai compris peut-être que le législateur OHADA, qui avait en repérage peut-être la législation UEMOA, a un peu hésité à aller en avant pour être beaucoup plus express dans la réglementation de ce type de garantie. C'est le cas également du gage de créance, même si l'acte uniforme n'a prévu qu'un transfert à titre de gage à titre péjoratif. L'acte uniforme lui-même implicitement considère que le transfert à titre de propriété était possible. Mais là aussi, le libellé des dispositions de l'acte uniforme sur le gage de créance est extrêmement évasif. L'inconvénient également de ce gage est relevé à travers le procédé de signification. Il est prévu que pour la réalisation d'un formalisme lié à sa signification par la notification de lettres recommandées avec accusé de réception. Nous tous, on sait que dans nos systèmes actuels, la Poste qui est en faillite, les lettres recommandées avec accusé de réception constituent des formalités extrêmement lourdes, à la limite impossible à remplir. Pourtant, l'OHADA, dans d'autres textes, avait compris ces contraintes, parce que souvent l'OHADA parlait de lettres laissant transcrire. Malheureusement, pour ce formalisme de garantie, on est allé très loin dans le formalisme. La clause de réserve de propriété et de crédit bail, Mme Wade en a parlé. L'OHADA, dans l'acte uniforme sur le droit commercial général, en parle. Malheureusement, aucun texte de droit substantiel ne réglemente ces garanties, qui sont pourtant aujourd'hui courues, parce que c'est les sûretés propriétés qui font aujourd'hui les meilleures garanties possibles, justement pour éviter des écueils dans la réalisation de ces garanties. Donc voilà, je vais aller très loin. J'ai parlé du cautionnement, le formalisme qui est extrêmement lourd, rébarbatif, pour un cautionnement qui doit s'insérer dans un droit des affaires. Ça veut dire substantiellement un droit commercial. Malheureusement, ce formalisme est source de contestation, source de lourdeur, ce qui fait que justement le cautionnement qui avait déjà perdu de sa gouverne va encore davantage, en raison de ce formalisme, source de contestation, perdre encore de son élan. Le gage de nantissement, quelqu'un a parlé de l'enregistrement, je n'ai pas compris pourquoi, dans les formalités, le législateur OHADA a considéré l'enregistrement comme étant une formalité de validité de l'acte uniforme. Surtout que l'enregistrement est une formalité fiscale, déjà prise en charge par les législations internes. Cela aussi me paraît être un écueil qui porte atteinte très gravement aux intérêts des créanciers. Surtout que la seule exception qui est prévue par l'acte uniforme est à la limite assez ridicule, parce que l'acte uniforme dit que l'écrit n'est pas exigé lorsqu'en fait, dans le système de l'État parti, il est prévu la liberté de la preuve pour des montants assez modiques. Au Sénégal, ce montant est fixé à 20 000 francs. Qui est le créancier qui va pouvoir bénéficier de cette exception pour avoir une garantie non écrite, alors que les garanties, pour simplement leur formalité, pour prendre un montant beaucoup plus important. La deuxième partie, j'ai tenté de voir en fait l'efficacité de la réalisation des sûretés par rapport aux autres droits, parce que le droit des sûretés est au carrefour des autres droits. Pour réaliser aujourd'hui une sûreté, il faut nécessairement s'appuyer sur les voies d'exécution. À l'exception donc de la condition prévue par l'article 56.1, c'est-à-dire la réalisation des sûretés mobilières, toutes les sûretés se réalisent à travers une procédure extrêmement difficile, parce que simplement, nous l'avons déjà relevé, Mme Wade en a parlé, le CPI a déjà relevé les lenteurs de procédure et de procès, ce qui impacte négativement aussi dans la réalisation des sûretés. Un deuxième point par rapport aux difficultés
par rapport à ça, c'est une mauvaise articulation avec les procédures collectives. J'en veux pour preuve, par rapport au droit de suite, la suspension du droit de suite du créancier, qui ne peut pas réaliser sa garantie parce que simplement, à côté, il y a un débiteur qui a déclenché une procédure par sa faute parce qu'il a fait faillite, et par la faute du débiteur, moi qui suis bénéficiaire d'une sûreté, on m'oblige à ne pas réaliser, donc à suspendre l'action de réalisation jusqu'à ce que le syndic puisse le faire à son tour. Le deuxième point, c'est l'interdiction de vente. Je n'ai pas compris pourquoi, dans le cadre de la procédure collective, lorsqu'il y a un règlement concordataire, imposer au créancier bénéficiaire d'une sûreté, que ce créancier ne puisse pas réaliser la sûreté, même si le concordat lui est imposé, parce que simplement il n'a pas donné ou n'a pas consenti d'être. Ça aussi, c'est une problématique qui est assez funeste aux intérêts du créancier. Les intérêts de droit, dans le cadre de déclenchement d'une procédure collective, l'article 77 considère que les intérêts de droit sont suspendus, ce qui est un recul par rapport, nous, à notre droit antérieur, qui prévoyait que malgré le règlement préventif, les intérêts de droit continuent à produire leurs effets. En conclusion, donc, voilà en gros ce que je voulais dire, pour dire que c'est vrai que l'OADA a régi les sûretés de manière substantielle en reprenant les sûretés classiques. Malheureusement, en 1998, alors que dans d'autres pays, on parlait d'autres types de sûretés, on a plus ou moins focalisé l'attention sur des sûretés classiques encore connues du système OADA. Je pense qu'il faut aussi profiter peut-être de la réforme envisagée pour non seulement mettre une meilleure corrélation entre l'acte uniforme sur les sûretés et l'acte uniforme sur les voies d'exécution. Prévoir ou assouplir la clause, l'interdiction de partie provisoire. Je ne peux pas comprendre que dans un système qui se veut efficace et simple, on puisse contraindre le créancier à une procédure extrêmement longue pour réaliser sa créance. Donc c'est en fait les réflexions que je voulais partager dans la contrainte, et en m'excusant d'avoir été long, je vous remercie de votre attention. Merci mon frère, tirer sur l'élastique. Maintenant nous allons passer la parole à M. Kama pour faire sa communication. Merci madame. Mesdames et messieurs, je ne suis pas avocat, je suis créancier et débiteur. À la différence de M. Diouf qui est lui créancier, moi je porte les deux casquettes parce que je suis chef d'entreprise. Ce que je voudrais dire, évidemment, après avoir observé les protocoles comme disent les Anglais, c'est que pour le chef d'entreprise, ce qui est essentiel par rapport à la question que vous avez posée, c'est peut-être quelques indicateurs qui permettent de mesurer l'efficacité en matière de réalisation de sûreté. Et pour cela, je vais simplement prendre partie de ce que Mme Moine a exposé tout à l'heure. Elle n'a pas eu le temps, mais je pense que dans le Doing Business, il y a la mesure de l'environnement des affaires. On peut y retrouver quelques indicateurs qui montrent bien que nous sommes confrontés pour l'essentiel à ce qui a été dit, je pense, avec pertinence par le prédécesseur, et aussi à un certain nombre peut-être de contraintes, de difficultés qui peuvent provenir aussi bien de la complexité des textes que de tout ce qui peut être la pratique judiciaire et les difficultés qu'il y a par rapport à des tribunaux qui sont engorgés, par rapport à des magistrats qui des fois n'ont pas une très grande pratique et connaissance de la chose commerciale, sans compter évidemment les conditions dans lesquelles les gens travaillent et qui peuvent aussi avoir un impact sur les délais. Dans le Doing Business 2009, en ce qui concerne le Sénégal, on peut dire que quelques éléments en tout cas montrent que nous sommes tenus de procéder à des réformes, et je pense que pour l'essentiel, nombre de pays africains et de l'OADA sont concernés. En termes de procédures, nous avons dénombré 44 procédures sur une action en justice. En termes de délai,
En moyenne, nous comptons à peu près 780 jours, ce qui fait 2 ans, 1 mois et 20 jours pour une affaire. Et enfin, en matière de coûts, nous avons dénombré sur un certain nombre de transactions 26,5% représentant le montant de la transaction en matière de coûts de justice et de frais. C'est donc dire que pour le chef d'entreprise, évidemment, il y a là un grand questionnement. Si c'est le temps qui est la mesure, il est évident